Performance, résolution, netteté sur les bords, faible courbure de champ, contraste, micro-contraste, c'est souvent quelque chose qui pourrait être un petit peu ennuyeux pour certaines en termes de qualité d'image, parce qu'avec l'évolution et le fait que de plus en plus de personnes fassent de la vidéo ou redécouvrent des vieilles optiques où il y a un peu un enchevêtrement photo-vidéo, on se retrouve avec une certaine catégorie de personnes qui vont préférer des optiques, comment dire ça, réflexes ou anciennes et ne pas aimer les optiques hybrides. Donc voilà, c'est pour que tu fasses pas forcément une façon formelle de regarder les choses. J'essaye un petit peu de nuancer ici et en tout cas, j'espère que tu apprendras quelque chose dans cette vidéo. Donc voilà, je vais te dire bonjour et salut! Bienvenue dans la Chambre de Goupil, je suis Guillaume et j'espère que tu vas bien. Donc ici, ce sera l'occasion de faire une comparaison un peu entre les EF et les RF et les vraies différences qu'il y a entre les deux et les choix qu'ont fait Canon qui ont mené à ce qu'on a aujourd'hui en RF et ce qu'on peut avoir sur d'autres montures ici. Et voilà, c'est pas vraiment pour rétablir la vérité, c'est plus pour ne pas te formater dans un regard à dire que le F serait mieux que le RF, que les optiques à caractère sont mieux que les autres optiques, pour que la technologie évolue et que du coup on puisse avoir des bonnes performances et même produire des nouvelles optiques avec du caractère qui vont avoir, comment dire ça, un faible encombrement, peut-être l'autofocus et des choses dans le genre. Il faut que les optiques évoluent vers la perfection technologique et les fabricants sont des fois obligés d'y arriver parce qu'il y a certaines personnes que nous aimons qui sont contradictoires avec le fait d'aimer du caractère dans les optiques. Tu auras peut-être compris que moi, j'estime que c'est une question de goût. Moi, j'adore les optiques EF, j'ai plein d'optiques assez intéressantes, pas forcément super vintage, mais qui vont avoir du caractère, et moi, j'aime un petit peu les deux. Il y a vraiment un côté pratique des optiques modernes qu'on ne retrouvera jamais sur des optiques avec du caractère, et vu qu'on utilise du numérique et qu'on essaye d'avoir un petit peu, comment dire ça, une image propre avant de pouvoir éventuellement mettre un film look, du grain et des choses dans le genre, c'est des fois bien dans certaines situations de pouvoir avoir une image qui est vraiment, entre guillemets, parfaite. C'est ça que va avoir comme intérêt, par exemple, une optique RF qu'on peut dire des fois trop piquée, ça dépend un petit peu des moments. Peut-être que les grands angles, on va avoir des fois cette impression un petit peu trop nette, mais ça peut être modifié et ça peut avoir un gros intérêt, notamment lorsque tu fais de la vidéo ou de la photo dans des zones très très sombres, à savoir utiliser la retouche du bruit pour aller enlever cette saleté et rendre l'image un peu plus propre. Propre dans le sens avoir une image qu'on voit un petit peu moins numérique. Mais pour ce faire, tu vas un petit peu aller attaquer le piqué de ton optique. Et lorsque l'optique a déjà un piqué relativement faible et qu'il y a cet intérêt d'avoir une certaine granularité, un certain côté organique, et ben trop tirer sur l'optique fera que au final, tu auras le résultat un petit peu opposé à ce que tu veux, à savoir une image qui sera vraiment numérique, vraiment un petit peu de la bouillie, et c'est pas ce qu'on veut en général. Et c'est pour ça, des fois, que dans des situations où on a juste besoin d'avoir un bon éclairage et d'avoir une image correcte, et ben, c'est des fois bien d'avoir dans son set, par exemple, pour filmer, une optique un petit peu plus propre que les autres. D'ailleurs, ça se fait aussi en anamorphique, où des fois on va avoir une optique sphérique, et après, comme on se connaît les caractéristiques de cette optique, on peut rajouter ça en post-production. Je rappelle à certains d'entre vous qu'aujourd'hui, on est dans la période où maintenant même les VFX sont faits pour imiter l'anamorphique, quand c'est bien fait, permettant à beaucoup de cinéastes de s'initier à cette pratique qui était impossible avant lorsqu'il fallait faire des effets spéciaux. Par contre, un avantage des EF, et c'était même d'ailleurs un avantage même à l'époque, hein, c'est ce qui fait que les EF aujourd'hui sont encore très utilisés et que c'est les optiques qui peuvent faire l'autofocus sur la plupart des montures. Par exemple, c'est chez Panasonic, c'est vachement aidé par le fait que Sigma connaît très très bien le protocole EF. Donc quand vous utilisez une optique EF, Sigma ou Canon, sur un hybride Panasonic, on a même des fois des fonctions qui sont meilleures que chez Canon. Canon, voulant plutôt mettre en avant ces optiques RF. Mais du coup, c'est ça vraiment l'intérêt de l'EF, c'est que vous ayez Sony, Nikon, Canon ou quoi que ce soit d'autre, Fujifilm, eh ben, vous pouvez adapter ces optiques EF, et c'est les premières qui ont adapté ce principe qui existe maintenant dans toutes les optiques, d'avoir
tout à l'intérieur de l'optique. Moteur autofocus, moteur d'ouverture et du coup, même maintenant des puces qui permettent une communication rapide entre l'appareil photo et l'optique et le cas échéant, juste un lien, qui permette le décryptage du protocole et ça suffit amplement. Donc c'est aussi ça qui fait le gros intérêt des EF, c'est que c'est, bah, un petit peu un prototype de ce qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. C'est Canon qui a vraiment bien pensé ça et donc c'est quelque chose de, bah, vraiment intéressant si tu veux utiliser, des optiques à adapter un petit peu partout. Je parle de Sigma qui permet, des choses un petit peu mieux que sur les Canon, c'est notamment au niveau de l'exposition. Alors certes, je n'utiliserai pas l'exposition automatique sur mon Panasonic parce que l'adaptateur Sigma, ne permet pas une ouverture souple. Donc en fait, il y a toujours des sautes dans l'exposition. Un peu ce qu'on retrouve même sur les optiques natives Fuji et du coup, c'est un petit peu problématique. Par contre, l'exposition s'exprime bien de la bonne façon, à savoir que si vous êtes en tout auto, eh ben, vous pouvez avoir des réglages cohérents, à savoir d'abord l'ouverture, après les ISO et à la fin la vitesse. Chez Canon, c'est un petit peu plus particulier. Si tu es déjà chez Canon, tu sais que même sur le RF, lorsqu'on est en priorité ouverture, en priorité vitesse, on a automatiquement les ISO automatiques et ça, c'est quand même déjà quelque chose d'assez étrange. Mais si c'était le seul problème, ce serait pas problématique. Du coup, le problème, c'est je vais te le montrer là, lorsque tu utilises une optique EF, eh ben, elle ne sait pas quel paramètre préférer, donc de manière générale, eh ben, l'image sera toujours moins bonne en exposition automatique. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui vont vous dire: «Oui, mais on expose manuellement», mais le cas échéant où des fois tu as peut-être besoin d'avoir l'exposition automatique ou ça peut te servir à vlogger ou tout ça, eh ben, chez Canon avec une optique EF, ça, n'aura pas vraiment d'intérêt. Tous les paramètres seront un petit peu mis de manière égale ou des fois les ISO seront privilégiés pour aller à une valeur, comment dire ça? Médium ou de milieu que je ne comprends pas trop. Donc par exemple sur un R5 Mark II, ça ne va pas bonifier la qualité d'image, hein, c'est pas vraiment le gros monstre en basse lumière et quand bien même il faut un petit peu surexposer pour que ça marche correctement, la dynamique étant très, très bonne sur le capteur. Mais voilà, c'est un problème qu'on n'a pas sur les RF. Lorsque je me mets en priorité vitesse, et ben, mon RF 1435, il va de lui-même rester en ISO auto à la base ISO, l'ISO natif et c'est l'ouverture qui va changer en automatique, par exemple, là, quand je fais de la, surexposition. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est peut-être Canon qui, niveau marketing, privilégie CRF, mais je ne suis pas sûr parce que du côté des caméras cinéma, ils ont totalement supprimé le fait d'avoir, comment dire ça, de l'exposition automatique avec les EF. On peut demander à l'optique de ramener automatiquement son ouverture, mais que, une fois en appuyant sur un bouton, mais on ne peut pas, en temps réel, faire une simulation d'exposition et avoir l'exposition automatique. Donc voilà. Et du coup, pour t'expliquer un semblant d'explication possible, hein, parce que Canon ne l'a pas indiqué comme n'importe quel fabricant, ils protègent un petit peu leur technologie, mais il y a une chose ici, et je vais te montrer les deux montures, qui peut expliquer bah, le manque de compréhension de l'EF, de ce que veut l'appareil photo, ou inversement, l'appareil photo, de ce que lui envoie l'optique EF. Et du coup, lorsque tu regardes les 2 montures, tu vas te dire: «Mais elles sont relativement similaires». Et oui, parce que c'est exactement la même monture. Canon n'a pas fait l'effort de changer de monture parce qu'ils en avaient techniquement pas forcément besoin. 54 millimètres, c'est assez grand, quoi qu'il arrive. Et si tu veux savoir à quoi ça correspond, c'est l'intérieur de la monture ou c'est l'extérieur de la monture niveau objectif. Je l'ai pas dit, mais c'était niveau boîtier. Du coup, tu as peut-être, compris. Maintenant, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'il y a un système d'ailettes de, baïonnettes qui vont être différentes pour ne pas rentrer tes EF sur les RF, ce qui change techniquement absolument rien, hein, au final. Peut-être que certains EF iraient taper sur le capteur, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même encore 20 millimètres qui restent. Mais voilà, ça empêche d'avoir des optiques EF qui ne feront jamais la mise au point à plus l'infini et qui donneront une courte mise au point, ce serait assez, bizarre au final et du coup, la seule différence entre les 2, je te l'ai peut-être
je vais peut-être commencer à te l'indiquer, c'est qu'en termes de distance capteur-monture, on est sur 44 millimètres pour accommoder la cage réflexe sur les EF et 20 millimètres sur la monture RF. Et donc ça fait assez élevé au final par rapport à d'autres fabricants, donc ce sera pas la monture où tu pourras tout adapter dessus, contrairement à la version d'avant où on pouvait adapter des Nikon F sur la monture EF. Ici, ce sera un petit peu différent, mais au final, c'est pas forcément un problème parce que ça leur permet notamment de mettre des filtres ND fixes, là où Sony est obligé d'avoir son ND variable qui induit des problèmes de polarisation. Donc voilà. Au final, c'est comme ça que ça se passe chez Canon. Et du coup, depuis tout à l'heure, je te parle, mais tu vois peut-être les contacts qui sont un petit peu différents. On en a 12 sur la monture F et 8 sur la monture EF. Donc ça pourrait expliquer les petits problèmes de contact entre les deux. Même si je pense qu'il y a aussi un côté un petit peu culturel et Canon veut un petit peu protéger sa monture, même des optiques EF, même s'ils disent qu'elles sont complètement, compatibles ou ils ont juste peut-être pas, regardé que leur protocole EF avait des petits problèmes. Je dis ça, c'est pas vrai parce que, bah, du côté, comme je te l'ai dit, des caméras cinéma, on n'a pas ce truc-là. Les caméras cinéma ne vont justement pas te donner de mode automatique et de toute façon, quand tu exposes le log, il faut souvent ou la plupart du temps être en manuel. Mais pourquoi te parler aussi de tout ça? C'est que maintenant, on va parler de l'autofocus. Alors, de manière générale, l'autofocus est plutôt bien fait par les EF, notamment les optiques USM, donc un moteur USM. Je ne vais pas te parler de toutes les variantes ici, il y en a eu plein. Il y a les USM annulaires, les premiers, les nano USM, voilà, il y a plein de types d'USM différents. Ils en ont fait des différents pour pouvoir s'adapter à différentes formules optiques. Les toutes marchent vraiment très très bien, même si ce sont des moteurs qui s'adaptent sur des hélicoïdes, donc du coup qui vont avoir un certaine, comment dire ça, résistance mécanique, ce qui fait que pour des optiques modernes, on aura un petit peu moins de vitesse que par exemple ce qui est chez Sony. C'est pour ça que maintenant Canon est passé au Volscoil Motor, qu'on peut trouver notamment sur la gamme VCM, parce que VCM ça veut dire Volscoil Motor, et du coup, toutes ces optiques à f1.4 vont avoir des moteurs électromagnétiques sur cam. Donc en fait, il n'y a plus de mécanisme hélicoïdal. Donc en fait, il y a juste ta formule optique qui va se balader sur un rail. Et c'est pour ça que lorsqu'il n'y a pas d'énergie dans les optiques, on peut bouger la formule optique. L'optique n'est pas cassée. Mais je vous conseille pas de vous amuser à le secouer pour autant. Voilà. Mais du coup, là, j'ai pas parlé du gros éléphant dans la pièce, on va dire ça comme ça. Les moteurs qui, avec les générations, aiment de moins en moins faire l'autofocus sur des hybrides, ce sont les moteurs AFD. Et c'est dommage parce que ça fait partie optiquement des optiques que j'adore. Des petites optiques, souvent f2.8, excepté par exemple le 50 f2.5 et certaines optiques L, notamment le premier 20-35 n'est pas USM. Et du coup, ça pose un petit peu des problèmes. En fait, je pense que la combinaison algorithme et non-connexion réelle entre l'optique et comment dire ça, l'appareil, fait qu'il y a des fois des petits ratés d'autofocus ou de vitesse ou de calage dans la position, qui est indiquée, qui fait que, ça ne plaît pas du tout à l'algorithme et il va y avoir des grosses sautes d'autofocus. Ça m'arrive des fois d'avoir un passage entier de mise au point de plus l'infini, jusqu'à la mise au point ou l'inverse et c'est pas très esthétique. Surtout que moi, pour limiter, l'impact du fait que les Canon recherchent des fois un peu trop la mise au point quand ils ont des petits problèmes, hein, plutôt que de s'arrêter, j'empêche la recherche du point lorsque il n'y a pas de choses qui sont détectées. Donc ça me donne un autofocus qui est vraiment plutôt souple et c'est une option que je n'ai pas ailleurs et que j'aimerais avoir sur d'autres appareils, donc c'est bien. Ici, ça marche vraiment très, très mal et c'est dommage parce que ça marche, par exemple, chez Panasonic. Alors c'est pas parfait, voilà. Jusque apparemment, Sigma a une autre façon de décrire le protocole, EF au Panasonic et donc on a certains avantages théoriques qui seraient très intéressants si le hardware suivait. Mais par exemple, en termes de mise au point, je peux toujours utiliser, mes optiques AFD sur mon S1 Mark II,
même si des fois, lorsque je suis à une certaine position, au lieu de rater la mise au point comme sur les Canon, et ben, il va juste être un petit peu plus loin. Et c'est, ce qui fait que, des fois, j'ai un petit peu de problème avec les, moteurs STM. C'est que les moteurs à part, on a l'impression qu'il y a un endroit de la mise au point qu'ils sont incapables d'atteindre. C'est pour ça que souvent, ils font pipi, 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 pipi. Mais eux, ils sont capables de manière harmonieuse, de rester à peu près, où vous voulez, même si les moteurs font un bruit d'enfer et d'ailleurs c'est la même chose sur les, AFD et donc voilà un petit peu comment ça se passait, jusque-là. Alors du coup, voilà, les USM marchent quand même encore très, très bien, hein, vu que la plupart des objectifs aujourd'hui ont ça et on les entend pratiquement plus puisque c'est ça aussi une des évolutions. Les USM à annulaire comme sur mon 28-1.8, je peux l'entendre vraiment faire la mise au point, ici. Mais du coup, ce que je n'ai pas dit et qui va pas, ravir, grand monde d'entre vous, hein, je vous dis, bah, les USM, ça marche vraiment très, très bien, sauf que ce que j'ai pas dit, c'est que, bah, vous l'anticipez peut-être, le fait qu'il y ait une communication partielle entre l'objectif et l'appareil fait que, bah, tout ce que vous mettrez en personnalisation sur les Canon, parce que ça marche à peu près sur les Panasonic, avec une certaine latence, et peut-être sur d'autres, hein, c'est juste que je parle de Panasonic parce que je n'ai que ça à la maison en plus de mes Canon. C'est que, bah, du coup, tout ce qui sera, suivi, tracking et tout ça, vont avoir des petits problèmes. Faudrait que je vérifie sur ma C80, je crois qu'il y a un des paramètres qui marche, mais la vitesse de suivi, ne marche pas. Il y a peut-être juste l'accroche du sujet qui peut être réglée dans le boîtier. Même si c'est dommage parce que ce n'est pas indiqué sur, par exemple, mon R5 Mark II, donc je ne saurais jamais si, il fait, quelque chose, au final. Donc mais attendez-vous à des résultats où si même si vous réglez, vous aurez exactement la même vitesse, d'autofocus et les mêmes problèmes que vous, aviez avant. Donc il y a vraiment que les RF qui seront vraiment réglables aux petits oignons. Vous pouvez déjà voir qu'il y a des grosses différences qui sont bien plus qu'optiques, même si optiquement, hein, il y a quand même un gros intérêt à avoir des montures hybrides que je pense que certains n'ont pas encore vraiment compris, même si la praticité des EF font que moi, c'est une des montures que je préfère utiliser. Je vais pas vous dire le contraire. Moi, ce que je n'aime pas sur les RF, c'est que si je trouve un appareil photo, intéressant ou une chose intéressante à tester, eh ben, moi, j'aime bien mettre mon parc optique dessus, même pour quelque chose à louer, trouver le bon adaptateur et pouvoir monter ce que je veux dessus, c'est quand même un grand régal et au moins tu peux voir une qualité d'une caméra par rapport à des optiques que tu connais. Le problème de rester dans une monture, fermée et même s'il y a des optiques adaptées, c'est que, eh ben, tu te retrouves au final à devoir, juger, et rester coincé avec ton parc d'optique, comment sur des appareils spécifiques. Mais comme tu l'as vu, il y a quand même un intérêt à au moins avoir 2 ou 3 optiques, de la monture dédiée pour avoir, bah, ces avantages, notamment en termes d'autofocus et d'exposition éventuellement, si tu t'en sers, des fois pour te filmer, par exemple, tout seul. Mais cette apparente, perfection des RF peut être relativisée et Canon d'ailleurs l'a prouvé récemment en réalisant son 45 mm f1.2 pour 500 €. Il nous montre ici qu'avec les évolutions technologiques qu'ils ont faites, ils peuvent faire des meilleures optiques que les optiques EF qui étaient vendues à un prix très, très élevé. Parce qu'aujourd'hui, et c'est les seuls à juste fabriquer complètement leurs optiques, faire leurs capteurs et absolument toute la chaîne qui fait l'appareil, peut-être pas leur écran de viseur, certaines choses dans le genre qui n'ont pas besoin, de faire personnellement. Mais là, on voit qu'il y a un contrôle assez précis qui leur permet à la fois de faire des super optiques haut de gamme avec, par exemple, sur le 1435 ou d'autres, des glass molded elements, donc à savoir des éléments pressés avec du verre, formé à chaud, donc quelque chose qui n'était pas fait avant et qui permet des formules optiques vraiment assez sympathiques. Mais si on veut un petit peu plus de caractère, et ben, toutes leurs optiques qui ne sont pas des optiques L, ont une autre version qui va être du PMO, donc des éléments, mis dans une matrice similaire,
ou pseudo-similaires, qui sont en fait de la résine moulée pour reproduire d'autres formules optiques un petit peu plus spécifiques, tout en ajoutant aussi une certaine légèreté là-dessus. Et c'est ce qui est fait dans le 45 millimètres. Je reparlerai dans le test, mais lorsqu'on voit la formule optique, on voit que Canon a à peu près reproduit ce que donnait le 50 millimètres 1.2, ajouté un élément, mis bien évidemment la formule optique plus proche du capteur, ce qui permet une plus grande qualité avec des éléments qui sont plus simples au final que dans le double gauss qu'on trouvait sur le 50 millimètres f1.2. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à avoir ce rapprochement de la formule optique du capteur. Et il y a plein d'optiques modernes qui permettent ça. D'ailleurs, il y a plein d'optiques PL qui deviennent plus des optiques hybrides en sortant au final de leur monture originale pour aller dans des, comment dire ça, des adaptateurs qui peuvent même plus d'ailleurs prendre de filtres. Donc c'est assez étrange au final. Mais voilà. Ceci étant dit, il est normal que Canon ou n'importe quel fabricant d'optique essaye de chercher la perfection, surtout ceux qui fabriquent des appareils notamment hybrides numériques. C'est que, eh ben, il y a une raison pour vouloir cette perfection optique. Vouloir du piqué sur les bords, vouloir de la haute résolution, vouloir, du micro-contraste, ne pas avoir beaucoup de flair ou de ghosting, eh ben, tout ça, c'est fait comme tous les algorithmes et toutes les améliorations sur la façon de gérer le son capteur, comme par exemple les capteurs empilés, et ben, tout ça participe au fait de renforcer la qualité de l'autofocus. Il y en a plein qui vont dire: «Ah, l'autofocus est mauvais», mais si vous mettez un cul de bouteille sur votre appareil photo, et ben, il est certain qu'il réagira moins bien. Certaines très bonnes optiques que j'ai, que je trouve très, très belles, qui ont des défauts, vont forcément altérer l'autofocus de l'appareil photo, parce qu'à partir du moment où je vais aller vers le soleil, il y aura un manque de contraste. Le contraste, c'est important pour l'autofocus, quelle que soit la marque et quelle que soit la technologie. Donc voilà, les fabricants, il ne faut pas leur dire de faire que des optiques d'une certaine qualité un petit peu médiocre ou de qualité, mais avec des défauts, ce que font certaines marques, mais qui font des optiques manuelles. Donc ça rend la chose un petit peu plus intéressante dans leur façon de voir les choses. Mais ici, on est obligé d'avoir cette perfection. Et ce qui est vrai quelque part, c'est que, je vous l'ai dit, hein, que maintenant, on pouvait imiter des optiques dans des profils pour faire de la CGI par exemple, et ben on peut faire exactement la même chose avec des optiques. Alors certes, ça inspire moins de, comment dire ça, shooter, ça inspire plus de shooter directement avec une optique avec du caractère où on peut voir un petit peu ces aberrations, par exemple le sphérique, lorsqu'on verra des hautes lumières, et qu'au lieu d'avoir un piqué et d'enfer, on aura une espèce comment dire ça, d'aspect un petit peu plus organique et intéressant, et moi je suis le premier à trouver ça bien. Mais je suis aussi le dernier à dire que des optiques, comment dire ça, hem, qui vont être «parfaites» entre guillemets, sont mauvaises pour autant. Parce que avec les 2 on peut achever la même chose. C'est juste qu'il y a un côté un petit peu plus, comment dire ça, voir vraiment sa créativité prendre vie lorsqu'on a des, optiques avec du caractère, alors que c'est un petit peu moins le cas lorsqu'on a des optiques parfaites. Mais les 2 du coup sont quelque chose d'intéressant ont quelque chose d'intéressant, et moi je trouve à la fois intéressant d'utiliser ces optiques EF et ces optiques RF, en considérant à la fois leurs qualités et leurs défauts. Mais si par exemple tu veux de l'autofocus, tu veux pouvoir prendre des photos ou filmer en ayant, comment dire ça, des images parfaites, enfin parfaites à la prise de vue, quitte à retourner dessus pour pouvoir un petit peu retravailler ça, et ben les RF seront toujours beaucoup plus intéressantes que n'importe quelle autre optique. C'est une évolution vers le positif. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Que vous ayez des goûts qui soient différents, oui, on est tous là normalement pour s'entendre, mais n'essayez pas juste de dire que toutes ces optiques sont mauvaises, et je dis vous, je ne vous prends pas en particulier, mais il y a certaines personnes qui vont toujours se dire que, ce qui est différent de ce qu'elles pensent est forcément mauvais, et c'est là où je trouve qu'il y a toujours un petit problème aujourd'hui, que ce soit dans la réalisation, dans la création, dans le fait d'utiliser certaines choses. Aujourd'hui, il y a plus ce questionnement de pourquoi quelqu'un le fait et de s'intéresser à la valeur de la personne qui a en face de soi ou le créateur qui va créer quelque chose. On est tous plus dans cette
hype de toujours vouloir, quelque chose parce que quelqu'un a dit que c'était mieux et qu'il s'oppose à, comment dire ça? L'ordre établi. Il y a de la place pour à peu près tout, en fait, dans le monde et c'est pour ça que je voulais un petit peu faire cette comparaison EF-RF. C'est pas pour vous indiquer ça, c'est mieux que ça et c'est peut-être un petit peu frustrant au final, hein, de vous dire qu'il y a une utilisation pour tout, hein. Pour moi, en général, je trouve plus intéressant d'utiliser des optiques plus modernes la nuit où on aura des choses plus contrôlées, quitte à altérer leur caractère pour que ça ressemble à ce que vous filmez de jour avec d'autres types d'optiques. Et ce que je voulais finir par dire, c'est que dans ces optiques EF ou n'importe quelle autre monture, il y a quand même une certaine ségrégation que, je vois quand même, donc c'est pas juste la beauté, des montures anciennes, juste pour la beauté des montures anciennes. Ce qui revient souvent, c'est que les optiques EF-L de première génération étaient les meilleures. C'est pas forcément le cas. Moi, j'utilise que des optiques USM de base et il y a des petites pépites que vous ne soupçonnez pas parce que vous allez juste voir le gros chiffre de l'ouverture à vous dire: «C'est les meilleurs, c'est ça qu'il faut utiliser». Mais par exemple, un 20-35 f3.545 a des grosses qualités dont je ne vois personne parler. Alors certes, il y a des gros défauts, faut pas vraiment l'utiliser comme un zoom, c'est un petit peu dommage. Mais en termes de bokeh, je trouve que cette optique a vraiment quelque chose d'assez unique. C'est une optique qui ne vaut absolument rien en plus, donc je t'en ferai un test un jour. Et donc, n'hésite pas à commenter si tu le veux un petit peu plus rapidement. Mais voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a, comment dire ça, beaucoup, et c'est ça que j'ai juste trouvé dommage, de, comment dire ça, de façon de voir les choses qui sont vraiment à la fois bornées et juste guidées par certains gourous, on va dire ça comme ça, sans forcément se poser la question de est-ce que c'est intéressant ou pas? Voilà. Et donc, à la fois, on est attiré par la dernière technologie, mais à la fois, on veut dépoussiérer des choses, mais les choses dont les gens ont dit que c'était les meilleures. Donc voilà. Moi, je te dirais d'être curieux, de t'intéresser vraiment à ce que tu veux, de t'intéresser soit aux optiques RF, soit aux optiques EF, mais de rester ouvert et de ne pas critiquer ton prochain juste parce qu'on t'a dit que ça, c'était mieux que ça. Voilà. Intéressez-vous à, ce que vous avez à dire et voilà, posez-vous des questions ou posez-moi des questions tout simplement ici et donc je vais te dire salut et à bientôt dans Chemin Noir de Goupil pour une nouvelle vidéo. Ouais, je te tutoie alors que je venais de vous réveiller juste avant.